Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ces présentations Acronis. Donc, je suis Grégory Leroux, je suis Senior Solution Engineer chez Acronis. On va passer 20 minutes ensemble. Je vais vous présenter notre offre Acronis Cyber Cloud, qui est une offre qui vous permet de protéger vos environnements contre beaucoup de choses. On va voir dans ces 20 minutes de présentation le volet qui est plutôt le volet de la protection de la donnée, de la data en elle-même. Donc, le volet plutôt backup et tout ce qui tourne autour du backup. Avant de commencer à vous parler directement de la solution, je vais vous présenter l'entreprise. Qui d'entre vous connaissez déjà Acronis? Oui, non, une majorité. Alors, Acronis, pour ceux qui ne le connaissent pas, on était initiateur il y a une vingtaine d'années des premiers systèmes de sauvegarde par image disque, sauvegarde type BMR. On a continué dans cette veine, on a toujours des méthodes d'image pour protéger les machines. Il y a plein d'autres choses autour du backup, il y a tous les types de backup qu'on peut rendre compte aujourd'hui, toutes les stratégies de backup, toutes les stratégies de rétention. Donc, une technologie plutôt moderne, mais qui est historique, en fait, chez nous, puisqu'on était initiateur de ça. Et comme vous le voyez ici, c'est une société qui a déjà une particularité dans sa structure. C'est une société qui est suisso-singapourienne. C'est pour ça que vous voyez ces deux petits drapeaux. C'est une société qui initialement a été créée en Singapour en 2003 et à qui on a adjoint une tête qui est absolument sur un pied d'égalité en 2008 en Suisse à Schaffhausen. Une société purement suisso-singapourienne. La société a fait, le chiffre est un petit peu vieux, je crois que c'est un chiffre à peu près 2 ans, on n'a pas publié depuis. On a fait à peu près 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, une croissance sur l'intégralité du portfolio Acronis, c'est un portfolio qui est très large chez nous, avec beaucoup de solutions sur plein de sujets distincts, qui est supérieur à 50% à cette époque, et une croissance qui était déjà supérieure à plus de 100% dans le cloud il y a à peu près 2 ans de ça. L'entreprise est en très forte croissance. On a, sur les 2 dernières années qui ont passé, on a fait 3 levées de fonds, en tout et pour tout. Une première levée à 147 millions de dollars, une deuxième levée à 250 millions de dollars, et très récemment, en début d'année, une troisième levée de fonds à 250 millions de dollars à nouveau. Donc, ça nous permet d'avoir le cash flow pour faire soit de la croissance externe, soit du développement assez fort de la solution. On adresse nos solutions à travers un réseau mondial de 50 000 partenaires. On est présent dans plus de 500 comptes typés Enterprise et plus de 5,5 millions de comptes typés SMB. Le slide, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le slide qu'on a mis dans cette présentation est un slide qui est un petit peu vieux. On a du mal, honnêtement, à les mettre à jour assez rapidement. La solution aussi très vite. À l'époque, c'était il y a à peu près un peu moins d'1 an de ça, on était 1500 personnes. On est aujourd'hui 2200. La société grossit extrêmement vite. Moi, quand je suis arrivé chez Acronis il y a 3 ans, on était moins de 1000. Donc vraiment une très grosse croissance d'entreprise. On est présent dans plus de 165 pays, avec une présence physique dans 33 de ces 165 pays, avec un bureau en France, à Paris, dont je fais partie. Voilà pour l'image, la structuration de l'entreprise Acronis. C'est une société qui a basé son développement sur la constitution de ses propres clouds et de ses propres solutions. Il faut savoir qu'on est possesseur de nos technologies, on est entièrement maître d'œuvre de nos data centers du plus bas niveau au plus haut niveau. On a une intégralité de toute l'infrastructure et la maîtrise de toute l'infrastructure du data center. On a des data centers répartis un petit peu partout dans le monde. De la même manière, chose intéressante sur ce slide, vous voyez qu'ici on déclare 36 data centers. Depuis que ce slide a été publié, c'est pareil, il y a un peu moins d'1 an. On est en réalité aujourd'hui avec 49 data centers. Donc une politique d'expansion des data centers très présente chez nous, très importante. Il y a 1 an de ça, un tout petit peu plus d'1 an de ça, on avait la moitié en quantité de data centers. On pense doubler à nouveau ce chiffre dans 1 an. L'objectif que l'on a, c'est de mettre des data centers le plus proche possible de nos clients pour 2 raisons. La première, c'est pour le niveau de performance. Quand on traite du backup, on traite de beaucoup de données, des gros flux de données. Il faut avoir des points de collecte et des data centers qui sont à proximité pour maintenir les débits. Et la deuxième raison, qui est pas du tout, qui est moins technique, c'est une raison plutôt légale, qui permet d'avoir des data centers qui vont être dans les zones de compliance de nos clients, sous les régulations de nos clients. Pour ce qui est de la France, on a effectivement un data center, donc vous voyez ici, qui est situé à Strasbourg, qui traite de la zone française. On porte d'ailleurs plusieurs certifications sur les data centers. Sur Strasbourg, il y a une certification classique qu'on a un petit peu dans tous les data centers, les 27001, les 9000, etc. Mais on a une certification complémentaire sur celui de Strasbourg pour certains d'entre vous qui peuvent traiter des données de santé. On est en capacité d'héberger les données de santé. On est certifié HDS sur ce data center. OK, on va parler du backup, la règle de base.
qui n'est pas nouvelle, mais que je préfère redire parce que c'est une règle importante, qui permet de protéger ces données correctement, c'est la règle des 3-2-1. Qu'est-ce que c'est que la règle des 3-2-1? C'est la faculté de se dire, si je veux protéger correctement une donnée, il faut que j'ai 3 versions de cette donnée, dont 2 qui soient sur des supports différents, et au moins une donnée qui va être sur un support externalisé, qui va être hors site. Si vous respectez cette règle, vous avez la garantie d'amoindrir au maximum votre risque de perte de données. C'est une règle importante, ce qui veut dire que pour pouvoir garantir cette règle, il faut les outils derrière qui vont permettre de la manipuler, qui vont permettre d'aboutir à l'application correcte dans l'entreprise de cette règle. Alors, notre solution, elle est basée sur un premier concept. Ce premier concept, c'est ce qu'on déclare ici, qui est le any management. Le any management, ça paraît tout bête, mais ça a un impact très important dans l'entreprise. C'est le fait de dire, je vais arrêter d'avoir des silos qui sont des silos backup-restauration. Je ne vais plus dire, parce que je backup une VM sur un ESX, je sais que je vais devoir la restaurer sur un ESX. Ce n'est pas parce que je backup une machine physique, je dois restaurer une machine physique, ou ce n'est pas parce que je backup un Hyper-V que je vais devoir restaurer un Hyper-V. On n'a pas ce genre de contrainte. La solution, elle est complètement agnostique à l'environnement. Ce qui veut dire que je peux backuper n'importe quel type d'environnement. Ça peut être une machine physique, ça peut être une VM ESX ou Hyper-V, et la restaurer vers n'importe quel type d'environnement. Donc, je peux très bien avoir une VM, pour prendre ce cas de figure, qui va être sur un ESX dans ma production, et dire, je vais monter par exemple un PRA chez moi, un peu plus tard du sujet du PRA, et puis pour des questions de coût et de licence, je vais peut-être même mon PRA en Hyper-V. Je n'ai pas de problème à restaurer vers PRA en Hyper-V. Je n'ai pas de problème à faire du V2V qui va être un backup d'un ESX vers un Hyper-V. Au même sens, je n'ai pas de problème à backuper n'importe quel type d'environnement physique et à la restaurer vers une VM de n'importe quel type. C'est du pur BMR. Donc, je peux très bien m'en servir. Par exemple, j'ai des clients qui détournent comme ça, comme un outil de migration. Je vais pouvoir dire, tous mes serveurs historiques, c'est un serveur physique, que je suis en train de migrer vers mon nouvel environnement virtuel, eh bien, je peux me servir d'Acronis pour les migrer. Et puis, une fois que c'est fait, je peux toujours me servir d'Acronis pour protéger ces VM. Et j'ai la garantie qu'au moment où je vais restaurer, je pourrai restaurer vers n'importe quoi. Cette phrase, elle paraît anodine, mais pour avoir été admin quelques années, elle est importante. Quand on backup, on planifie les choses. Quand je backup, j'ai planifié que j'allais protéger mon environnement. Il n'y a pas de surprise. Quand je restaure, je suis en criticité. Quand je restaure, je viens d'avoir un problème et il faut que je restaure. La notion de restauration, elle porte une criticité qui est le fait que j'ai un problème, il va falloir que je le corrige et que je le corrige vite. C'est important d'avoir cette liberté de restauration à ce moment-là, parce que ce n'est pas au moment de la restauration qu'il faut avoir des contraintes à dire est-ce que j'ai la bonne destination qui me permet de restaurer. À ce moment-là, je n'ai pas le temps d'attendre. Je dois restaurer vite. Et c'est pour ça qu'on veut offrir cette liberté de restaurer vers ce qui aura disponible à ce moment-là. Ou alors, on sait tous, il faut gérer des plans de restauration qui ne sont pas forcément très suivis, qui ne sont parfois pas définis dans l'entreprise, et quand ils sont définis, ils ne sont pas forcément suivis avec le matériel qui est disponible à ce moment-là. Donc, il faut cette liberté. Cette notion de any management, elle est importante pour garantir que si vous avez un problème, vous allez pouvoir restaurer rapidement vers ce qui aura disponible. On peut backuper et on peut restaurer vers n'importe quel type d'environnement. Pour les destinations de backup, c'est la même chose. On peut backuper vers absolument ce qu'on souhaite. Ça peut être du disque, local, pas local, du SAN, du NAS, vers ce que j'aurai disponible dans mon infrastructure. Ça peut être même d'autres types de supports, si on va un petit peu plus loin dans l'infrastructure. Ça peut être également des environnements cloud de plusieurs types. Il y a bien évidemment, on a des data centers, donc par nature, il y a du cloud Acronis qui permet d'externaliser la donnée dans mon cloud, mais si vous le souhaitez, ça peut être d'autres types de cloud. Cloud public, Azure, GCP, Amazon, ça peut être tout type de cloud public. On est ouvert à d'autres protocoles. Ça va être OpenStack, ça va être Swift, ça va être des protocoles cloud qui permettent de dire on peut envoyer la donnée vers ce qu'on souhaite. Du NAS, du SAN, on en a parlé, tout. Donc, ça veut dire que la donnée, on sait la manipuler pour qu'elle soit sauvegardée en interne, on sait la manipuler pour qu'elle soit externalisée, voire les deux. Donc, j'ai les outils nécessaires à respecter cette règle des 3-2-1. Vous voyez ? On parlait de stockage. Le stockage, cette liberté du stockage est indiquée par ce slide. Je peux sauvegarder vers ce que je veux. Donc, ça peut être des environnements qui vont être locaux, du disque local sur une machine en particulier, des disques réseau. Ça peut être aussi une brique d'infrastructure que l'on a chez nous que vous pouvez déployer. Ça s'appelle cyberinfrastructure, qui est une grosse brique d'infrastructure. C'est ce qu'on a dans nos DC cyberinfrastructure. Ce sont à 100% des technologies Acronis. C'est ce qui permet de faire du DC as a service.
Donc, basiquement, pour faire court, ce n'est pas trop le sujet de cette présentation, on a un système d'hyperconvergence scalable qui permet de gérer complètement un stockage que vous pourriez avoir chez vous. Mais ça peut être un NAS ou un SAN ou n'importe quel type de stockage. Alors, là, une des autres grosses valeurs de la solution, c'est sa matrice de compatibilité. Alors, je vais vite sur certains sujets, parce qu'en backup, il y a des sujets sur lesquels tout le monde le fait. Windows, tout le monde sait backuper Windows. On va aller vite dessus, tout le monde sait le faire. Je vais juste m'arrêter sur un point qui est important. On sait backuper Windows, machine virtuelle, machine physique. Pas de problème. Tous nos backups chez nous, peu importe l'environnement, ça peut, enfin, c'est pas que ça, mais ça peut être de l'image disque, c'est toujours du bloc, c'est toujours dédupliqué et compressé à la source, tout le temps. Mais on a également une capacité qui est la protection des laptops, la protection des environnements utilisateurs, des machines utilisateurs. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde fait ça aujourd'hui, tout le monde sauvegarde les machines utilisateurs. C'est vrai, mais il y a une distinction. C'est que pour donner la possibilité de sauvegarder un Windows 7, un Windows 8 ou un Windows 10 sur des Windows classiques, ce que font parfois les éditeurs, c'est qu'ils prennent leur agent serveur, ils vont le rendre compatible avec un Windows Workstation. Ce qui techniquement fonctionne. Je vais avoir un agent qui est en capacité de sauvegarder une machine qui est sur un Windows Workstation. Le problème de ça, c'est que vous n'avez pas les outils nécessaires à sauvegarder correctement un Workstation. Un Workstation, la nuit, c'est éteint. Un serveur, non. Mon serveur, je vais le sauvegarder à 3 h du matin. Mon Workstation, je ne le sauvegarde pas à 3 h du matin. Donc, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'ennemi? Je vais avoir une première contrainte qui est et soit pas au bureau ou chez lui allumé à 9 h. Donc, je vais dire, je sauvegarde à 10 h. En règle générale, c'est ce qui est fait par les admins. Ils sauvegardent à 10 h. Pourquoi? Parce que sa contrainte, c'est de dire, je sais que la nuit c'est éteint, il faut que je trouve une tranche horaire dans laquelle je vais pouvoir sauvegarder. Mais à 10 h, l'utilisateur, il a peut-être besoin de sa machine. Donc, ça va peut-être le gêner de faire un backup à ce moment-là. Donc, on va rajouter des couches qui vont être en capacité, par exemple, de cadencer le backup, de limiter l'impact sur la machine, en CPU, en mémoire, de limiter l'impact sur sa bande passante. Mais initialement, ma réflexion, c'est quoi? C'est d'essayer de dire, je vais backuper la machine à une heure donnée parce que je n'ai pas d'autre façon de faire. Parce que initialement, ma façon de faire, elle a été définie pour des serveurs. Donc, on a essayé de rajouter d'autres façons de faire, qui sont des façons de faire qui sont définies pour les workstations. Par exemple, je vais backuper quand l'utilisateur éteint sa machine le soir. Donc, avant de l'éteindre, je vais lancer un backup et je l'éteins après. Ce qui est une façon de faire qui a un sens sur un workstation. Je sais que quand il a fini de travailler le soir, qu'il éteint sa machine, si je backup à ce moment-là, ça ne le gêne pas. Il n'est pas en production. En même temps, le trigger déclencheur, le fait d'éteindre une machine, ça n'a pas de sens sur un serveur. Ça n'a de sens que sur une workstation. C'est pour ça qu'on pense que sur les workstations, il faut des fonctionnalités spécifiques pour les workstations. Il ne faut pas juste prendre un agent serveur et le rendre compatible. Donc, on a développé un agent workstation qui sait traiter ça, qui sait backuper quand on éteint, qui sait backuper quand on est connecté sur tel subnet ou sur tel réseau Wi-Fi. Le serveur, c'est rarement sur un Wi-Fi. Ou quand l'utilisateur est connecté sur tel VPN. Parce qu'on veut que quand il est chez lui, il se sauvegarde que quand il est connecté au VPN de l'entreprise. Donc, on a ces capacités qui sont des capacités spécifiques aux agents workstation. On a dit qu'on backupait Windows, très bien. On backup le petit copain, Linux, qui est ici. On le backup correctement, oui. Question pour le PC portable. Si vous dites je pars, il connecte son PC, il backup, et ça dépend donc sur quoi il backup. S'il backup sur l'environnement cloud, en fait, c'est dès qu'il a une connexion Internet. Et si, quand il ferme son PC, il s'en va. Ouais. Il s'éteint, il ferme le PC. Parce que le PC n'est pas éteint, il est déjà dans sa poche. Ouais, c'est quand c'est chez lui en règle générale, ça marche comme ça. S'il part du bureau, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, s'il part du bureau en règle générale, forcément, on n'a plus de connexion, donc on ne peut pas le backuper. Pour voir d'autres triggers, ça peut être le fait de backuper quand il est sur VPN, quand il est connecté chez lui, ou ce qu'on sait le faire sur un ID des événements Windows, par exemple. Je peux dire, quand j'ai tel événement qui arrive, qui est déclenché par telle automatisation, ou qui est sur telle couche applicative, je peux déclarer un événement Windows et backuper à ce moment-là. Je peux backuper, par exemple, je sais faire un script qui va backuper à telle hauteur de ressources. Si c'est tant de ressources, je sais faire une QoS. J'ai arrêté mon backup à un moment donné, et même s'il n'est pas fini, je sais le relancer à une heure donnée. Donc, je sais faire des interruptions, par exemple. Ça évite les cycles. Vous avez des backups qui ne sont jamais finis. Et donc, in fine, des backups qui ne sont jamais. Mais un utilisateur qui part du bureau et fait ça,
Forcément, on ne peut pas le backup. Il n'y a pas de solution simple pour ça. Linux, on le backup, on le fait. Ouais, une question au fond. Ah, 5 minutes déjà? Ok. Ça dépasse un peu, c'est pas grave. Ouais, ça va dépasser là. Ok. Linux, fait vite. Linux, on le fait comme Windows, c'est-à-dire que c'est du snapshot, c'est du bloc, c'est dédupliqué, compressé à la source, même sur les file system Linux qui n'ont pas de mode de snapshot. Donc le UST4 de base, on va rajouter des modules de snapshot pour le faire avec le même niveau de performance. Mac, on n'oublie pas nos copains Mac, c'est backuper les téléphones portables, c'est backuper les couches applicatives, environnement cloud, Azure, Amazon, EC2, les instances EC2, on s'est backupé. La partie Hyper-V, la partie ESX et les modules SaaS comme Google Workspace et Microsoft 365 font également partie du périmètre de backup. Merci. Non. Je vais déborder, je vais être mauvais élève. Dans la partie backup, il y a toujours cette complexité de restauration. Quand on restaure, ça prend du temps. Donc parfois, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on restaure, on est en critique. Quand je suis en critique, parfois, je veux que ça restaure vite. On a un module qui s'appelle Instant Restore qui permet de restaurer quasi instantanément. On est de l'ordre de la seconde sur la restauration. Pourquoi? Parce qu'on va monter une VM qui est une coquille vide sur un hyperviseur, Hyper-V ou VMware. On va monter une coquille vide et on va lire les données directement sur le stockage de backup. Donc cette technologie, elle permet de dire, même si j'ai une machine qui fait 50 Tera qui a été backupée, je peux la restaurer en quelques secondes, je peux la relancer en quelques secondes. Basiquement, j'ai une coquille vide sur un hyperviseur qui exécute la VM et qui lit les blocs de données sur le stockage de sauvegarde. D'accord? C'est ce qu'on appelle Instant Restore. Donc, cette technologie, qui est une technologie brevetée par Acronis, elle permet de s'amoindrir des contraintes de restauration, notamment en termes de délai quand c'est des machines lourdes. Autre chose intéressante dans la partie protection des données, ce qu'on appelle le CDP, Continuous Data Protection, en bon français, la protection en continu des données, ça permet de chouchouter les données les plus critiques. Vous avez dans les différentes classifications de données des données qui sont classifiées de standard et des données qui sont critiques et extrêmement critiques. Ce qu'on a tendance à faire pour protéger les données extrêmement critiques, c'est d'augmenter la fréquence de backup. Je vais dire, je backup toutes les 4 heures parce que c'est critique. Je backup toutes les heures parce que c'est critique. Je backup toutes les 15 minutes parce que c'est très critique. Cette façon de faire, elle fonctionne, mais elle a une limite. C'est qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre qui fait que mon infrastructure, je la charge tellement, parce que je backup tellement fréquemment que c'est compliqué. Et quand bien même, j'ai quand même un risque de perte de données qui est entre mes 2 points de backup. On a une technologie qui s'appelle CDP qui permet de dire, sur certains répertoires, ce n'est pas toute la machine, sur certains répertoires sur lesquels j'ai des données qui sont des données critiques, je vais pouvoir les chouchouter en disant, si jamais il y a la moindre modification qui est faite dans les blocs de ces données, je prends le bloc et je le sauvegarde tout de suite, instantanément. Je ne suis plus dans la notion de déclencheur. Je n'ai plus une temporisation. C'est le contrôle S qui fait le backup. Donc, dès que j'écris un bloc sur le stockage, dès que j'écris un bloc sur ce fichier, ce bloc est directement mis en sauvegarde avec une version dans le stockage. Le stockage qui peut être aussi bien local que cloud. Il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit local. Ce n'est pas de la pure synchro. Donc, on peut avoir une asynchronisation, ce qui veut dire que je peux envoyer dans le cloud. Donc, cette solution CDP, elle permet de dire, je ne sais pas, les fichiers Excel de la comptabilité, parce qu'ils sont extrêmement importants, dès que j'ai un comptable qui vient faire une modification dessus, eh bien, tous ces fichiers-là vont être protégés en temps réel, et j'ai donc la garantie de ne pas perdre de données quoi qu'il se passe. Le dernier contrôle S sera directement dans le backup. Dernier sujet, et pas des moindres, la partie, le volet PRA. On a parlé du backup, je protège mes données, mais vous avez toute la suite du backup, qui est le plan de reprise d'activité, comment je redémarre. Le plan de reprise d'activité, on peut tous le faire on-premise. C'est tout à fait possible de le faire on-premise, mais ça nécessite de dépenser de l'argent pour avoir une infrastructure qui permet de le faire, voire une deuxième salle machine, un deuxième data center. Ça nécessite de dépenser de la licence pour pouvoir le faire. C'est quelque chose de lourd sur lequel vous aurez un héroïque à partir du moment où vous l'utilisez. Donc, c'est toute la complexité aujourd'hui d'un PRA. Et c'est pour ça que c'est coûteux. Le PRA, on l'a vu différemment, on l'a vu comme un service. Imaginez que vous pourriez souscrire un service chez Acronis qui est un service de PRA. Je vais avoir une obligation, c'est d'avoir un jeu de données dans le cloud. Et on va se servir du cloud Acronis comme une plateforme IaaS qui est capable de relancer des VM à partir de vos backups. Ce qui veut dire que n'importe quelle VM, et rappelez-vous, on est agnostique, ça peut être une machine physique, ça peut être une VM sur un ESX, un Hyper-V, d'autres, un Citrix, un Xen Server, un Proxmox, etc., peu importe, je vais pouvoir prendre ces backups
Et si jamais ma production tombe, j'ai juste à faire on et elle se lance dans le cloud Acronis. Vous allez me dire, c'est super, j'ai lancé une VM dans le cloud Acronis, tous mes utilisateurs sont chez moi, comment ils s'y connectent? C'est là qu'on va gérer la connectivité, c'est-à-dire qu'on va gérer un tunnel qui va être capable d'interconnecter le LAN du client avec le cloud Acronis. Basiquement, dans le cloud Acronis, on va créer un subnet qui correspond au subnet du LAN du client. On a une virtual appliance qui fait le point de connexion. Ce qui veut dire, si je vais très vite, que si la machine de prod tombe et que vous l'allumez dans le cloud Acronis, cette machine de prod, c'est exactement la même, elle vient du backup, elle porte la même IP, la même adresse MAC. Donc pour n'importe quel switch qui est dans le LAN du client, c'est absolument transparent. Pour n'importe quel utilisateur, c'est absolument transparent. Il va directement se connecter sans le savoir sur la machine qui est dans le cloud. Ça veut dire que vous avez un PRA qui est transparent pour les utilisateurs et qui se lance à la demande dans le cloud Acronis, sans avoir besoin d'une seule machine, d'infrastructure et de licence. D'accord? Dernière chose, si je ne suis pas trop en retard sur le timing, les PRA, là je vous ai parlé de lancer une machine, c'est parfois compliqué de lancer une seule machine. Imaginons l'infrastructure suivante, j'ai un site web, c'est le site web de l'entreprise, c'est un serveur HTTP classique. Derrière, j'ai un back-end qui est une base de données MariaDB, SQL Server, peu importe. Et puis, j'ai peut-être une brique d'authentification quelque part pour le sécuriser. Donc, j'ai 3 machines. Ça n'a pas de sens de lancer le serveur HTTP avant la base de données. Mon site web, il ne va jamais fonctionner. Donc, j'ai un ordre de lancement. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle runbook, en d'autres termes, un ordonnanceur, un orchestrateur, pardon, qui nous permet de lancer les VM dans le bon ordre en faisant des checks. Par exemple, plutôt que de dire je vais lancer une machine dans le cloud Acronis, en PRA, je vais lancer tout un workload avec des ordres, dans quel ordre il faut lancer de quelle machine, et avec des checks. Est-ce que cette machine s'est bien lancée? Est-ce qu'elle ping? Et à partir du moment où elle ping, je vais pouvoir lancer derrière le reste des machines. Basiquement, je vais lancer mon serveur de base de données, je vais attendre qu'il soit en running, dès qu'il ping, je vais lancer mon serveur HTTP. Comme ça, j'ai la garantie que tout le monde qui va se connecter sur mon serveur HTTP arrive sur un serveur qui est fonctionnel, qui a une base de données derrière qui est fonctionnelle. Donc, on a toutes ces méthodes qui permettent de faire et du backup et ce qui va derrière le backup, qui est le plan de reprise d'activité, en le manipulant, c'est-à-dire en gérant le plan de reprise d'activité. Ce n'est pas une brique posée quelque part qui est en attente de démarrage.